Si vous avez grandi en Flandre ou dans le nord de la France, vous avez connu une Flandria. Le pétaradement aigu du deux temps un dimanche matin, l'odeur âcre et sucrée du mélange, le nuage bleu, et cette première liberté conquise à 14 ans, sans permis, sur une machine qui n'allait pas vite, mais qui allait où vous vouliez. À son apogée, Flandria fabriquait 4 mobylettes belges sur 5, employait 2500 personnes, et tenait boutique jusqu'à New York, à l'ombre de l'Empire State Building. La maison avait survécu à 2 guerres mondiales, survécu à la crise des années 30, survécu à l'occupation allemande. Et puis, un matin de mai 1981, après plus d'un demi-siècle, les grilles de Zedelgem se sont refermées pour de bon. Comment un nom qui roulait sur toutes les routes de Flandre a-t-il pu simplement disparaître? Chapitre 1. La forge au lion. Cette histoire commence, comme tant d'histoires industrielles, par une forge. Une vraie forge, avec un feu, une enclume et un homme qui sait plier le métal à la main. En 1825, dans un hameau de Flandre occidentale appelé De Leeuw, le lion, au bord de la route qui mène à Torhout, un forgeron du nom d'Alexander Claes épouse une fille de la famille Dombrecht. Ce qu'il reçoit ce jour-là n'est pas de l'argent, c'est un atelier. La forge des Dombrecht, offerte en dot. Un feu, une enclume et un toit. À l'échelle d'un hameau flamand du XIXe siècle, c'est déjà un royaume. Il faut s'arrêter un instant sur ce nom, De Leeuw, le lion. Personne, ce jour-là, ne pouvait savoir que ce nom deviendrait une marque, un maillot, une légende du cyclisme mondial. Pour l'instant, c'est simplement le nom d'un carrefour, d'une paroisse, la paroisse Sint-Éloi, celle de Saint-Éloi, patron des forgerons. Le hasard, parfois, écrit les histoires avant qu'on les vive. Le fils d'Alexander, Louis Claes, né en 1846, reprend le feu de son père et l'élargit. Il ne se contente plus de ferrer les chevaux et de réparer les charrues. Il fabrique des outils agricoles, du petit matériel roulant, des landaux pour les familles du bourg. Et puis, en 1896, il fabrique quelque chose qui n'existait pas encore dans la famille, une bicyclette. La première bicyclette Claes. Assemblée à la main, dans un atelier de campagne, à une époque où le vélo est encore un objet rare, presque un luxe, une machine de fou et de riche. Les Claes la vendent sous un nom qui dit tout de leur fierté et de leur terre. De West-Vlaams Leeuw, le lion de Flandre occidentale. Un nom de bête héraldique pour un objet de paysan. Et le lion, doucement, commence à rugir. En 1910, la famille vend 150 bicyclettes dans l'année. 150. Le chiffre paraît modeste. Il ne l'est pas. Chacune de ces 150 machines est montée pièce par pièce dans un atelier qui sent la limaille et l'huile chaude, par des hommes qui connaissent chaque rayon, chaque soudure. C'est de l'artisanat qui rêve de devenir une industrie. Et l'industrie, elle, va venir. Elle attend seulement les bonnes mains. Chapitre 2. Les 4 frères. La Première Guerre mondiale passe sur la Flandre comme une charrue de fer. Zedelgem n'est pas loin du front de l'Isère, pas loin des tranchées, pas loin de la boue où meurent des hommes venus du monde entier. Quand le silence revient, il faut tout reconstruire. Et les fils Claes, eux, ont une idée précise de ce qu'ils veulent reconstruire. En 1924, 4 des fils, Alidor, Aimé, Rémy et Jérôme Claes, fondent ensemble une entreprise. Ils lui donnent un nom flamand, sobre et solide. Les Werkhuizengebroeders Claes. Les ateliers des frères Claes. Retenez ce mot, frère. Il va nous suivre jusqu'au bout de cette histoire. Il va la commencer et il va la finir. Mais nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, ce sont 4 frères qui montent une affaire de vélo dans un hameau de Flandre et l'affaire marche. Dès la fin des années 20, les vélos Claes ne se comptent plus par centaines mais par dizaines de milliers. Alidor, l'un des 4,
se retire dès 1929 pour fonder sa propre fonderie, première branche qui se détache de l'arbre, sans drame, dans l'ordre des choses. Il en restera 3 à la tête de l'atelier. Et parmi ces 3, un homme prend le dessus. Un homme qu'il faut regarder de près, parce que c'est lui qui va tout faire basculer. Vers le haut d'abord, et bien plus tard, sans le vouloir, vers le bas. Aimé Clay, l'aîné. Né en 1895, un homme dont on garde encore, dans la mémoire de Zedelgem, une image d'une précision presque photographique. Chaque jour de sa vie, il fait le trajet de sa maison à l'usine à pied, coiffé d'un chapeau, le costume, le plastron, le cigare, le Meneer-Clay dans toute sa splendeur flamande, le patron qu'on salue, qu'on respecte, qu'on craint un peu. Un homme qui a compris avant les autres que le vélo n'était qu'un début. Car Aimé regarde plus loin que le guidon, il regarde le moteur. Et c'est lui qui, en 1940, en pleine occupation allemande, dans une Belgique écrasée, où l'on manque de tout, modernise l'usine familiale et lui donne le nom sous lequel le monde entier finira par la connaître. Flandria. Le nom de la Flandre, latinisé, ennobli. Un nom qui claque comme un slogan et qui sonne comme une patrie. En pleine guerre, au milieu des privations, Aimé Clay baptise son empire. Il ne le sait pas encore, mais il vient de graver un mot qui survivra à l'usine, au moteur, aux frères et à lui-même. Il reste une chose à comprendre sur cette famille et sur cette terre. La Flandre occidentale profonde n'est pas la France des grandes concentrations ouvrières. C'est un pays de Neringdoeners, de petits entrepreneurs, de gens qui font, qui bricolent, qui bâtissent. Un pays catholique, ancré dans la paroisse, où le patron va à la messe avec ses ouvriers et où le paternalisme n'est pas un gros mot, mais une manière de vivre ensemble. Ici, une forge de village peut devenir un empire. Ce n'est pas une exception, c'est une tradition. Et l'empire, maintenant, va accélérer. Il va prendre de la vitesse. Il va prendre 2 roues et un moteur. Chapitre 3. Le berceau. Après la guerre, Aimé Clay traverse l'Atlantique et la Manche pour acheter des machines. Des machines modernes, d'Amérique et d'Angleterre. Il ne veut pas rattraper son époque. Il veut la devancer. Et en 1951, dans l'atelier de Zedelgem, naît un objet qui va changer la vie de millions de gens ordinaires. Le premier cyclomoteur Flandria. Un vélo à moteur. On le surnomme le berceau. Il est équipé d'un petit moteur allemand Rex de 40 cm3, un cœur emprunté pour l'instant. Dès la première année, plus de 25 000 exemplaires trouvent preneur. 25 000. En un an. Pour une famille qui, 40 ans plus tôt, vendait 150 bicyclettes par an, c'est un changement d'échelle vertigineux. Le cyclomoteur, c'est la liberté à portée du salaire ouvrier. Pas besoin de permis, pas besoin d'être riche. Un adolescent, un ouvrier, une ménagère peuvent enfin franchir les distances sans dépendre de personne. Flandria ne vend pas des machines. Flandria vend de la mobilité à un peuple qui jusque-là marchait ou pédalait. Aimé ne veut pas d'un cœur emprunté. Dès 1952, Flandria développe son propre moteur, un 49 cm3 maison. En 1953, l'engin reçoit 2 vitesses. La famille qui pliait le fer à la main fabrique désormais des moteurs. Elle monte des motos de 125 et de 175 cm3, elle lance un scooter, et en 1955, elle présente même au Salon de Bruxelles un prototype de voiturette. Le petit forgeron du hameau de Deleu rêve désormais d'automobile. Et les modèles se succèdent, avec des noms qui font encore battre le cœur de ceux qui les ont eus entre les jambes. Le Record, l'Ultrasport, le King, le Comet, la Floride, la Princesse. Et surtout, en 1961, la Parisienne. Roue de 14 pouces, ligne américaine, un cyclomoteur pour se faire beau, autant que pour rouler. Dès 1959, le catalogue Flandria compte 18 modèles de cyclomoteurs. 18. Il y en a pour l'ouvrier, pour le curé, pour le gamin, pour la coquette. Mais ce qui rend cette histoire proprement stupéfiante, c'est la géographie. Depuis un hameau que la plupart des Belges eux-mêmes seraient incapables de situer sur une carte, Flandria essaime sur 3 continents. 4 usines au sommet.
Zedelgem et Zwevenzele en Belgique, Agueda au Portugal et, voilà qui doit retenir l'oreille francophone, Warneton dans le nord de la France, juste de l'autre côté de la frontière. La Société française des établissements Éméclet avec ses 2 lignes d'assemblage. Les moteurs se fabriquent aussi sous licence à Figueres, en Espagne. Il y a même des usines au Maroc. Et à New York, sur Broadway, à 2 pas de l'Empire State Building, Flandria ouvre un centre de vente. Aux États-Unis, la marque roule sous un autre nom, Bermuda. Un forgeron flamand, mort avant que son petit-fils sache marcher, dont les machines se vendent à l'ombre de l'Empire State Building. Voilà où en est le lion de Flandre occidentale au début des années 60. Il ne lui manque plus qu'une chose pour entrer dans la légende. Il ne lui manque plus qu'un maillot. Chapitre 4. La Garde rouge. Tout commence, comme beaucoup de grandes choses en Flandre, dans un café. En 1959, Éméclet rencontre un coureur cycliste nommé Léon Van Dael. Autour d'une table, entre 2 verres, une idée prend forme. Et si Flandria avait sa propre équipe professionnelle? Non pas pour la gloire du sport, ou pas seulement, pour la gloire de la marque. Parce qu'en Flandre, le vélo n'est pas un loisir, le vélo est une religion. Et une marque de vélo qui gagne les courses, c'est une marque de vélo qui se vend. L'équipe naît cette année-là. Elle s'appelle d'abord Flandria Dr Mann. Dès sa première saison, elle remporte 44 victoires. 44, la première année. Le café n'avait pas menti. On lui donnera bientôt un nom que les amateurs de cyclisme du monde entier connaîtront. La Garde rouge. La Rode Garde. Un maillot rouge et blanc, une armée de coureurs et à sa tête une légende vivante du vélo flamand, Briek Schott, sous l'impulsion du grand patron de la marque à l'âge d'or, Paul Clay, le fils d'Aimé. Il faut s'attarder sur ce que fut la Garde rouge, parce que c'est le cœur battant de cette histoire, la source vive de la nostalgie. Entre 1959 et la fin des années 70, le maillot rouge de Flandria remporte 70 classiques, 2 grands tours, 2 championnats du monde, 4 Paris-Roubaix, 5 Tours des Flandres. Elle ne gagnera jamais Milan-San Remo ni le Tour de France, il faut le dire car cette histoire n'invente rien, mais sur les pavés du Nord et des Flandres, dans la boue et le froid, elle règne. Et quel nom porte ce maillot? Rik van Looy, Walter Godefroot, Éric Lemann, le jeune Jempi Montserrat, Roger et Éric de Vlaminck, Joop Zoetemelk, Herman van Springel, Marc de Meyer, Michel Pollentier. Un jeune Irlandais silencieux qui débute là comme super domestique et qu'on appelle Sean Kelly. Et, au-dessus de tous, celui qui deviendra le visage de la marque, Freddy Martens. Voici maintenant le détail qui dit tout de cette entreprise. Le détail qu'il faut garder en tête pour comprendre la suite. Sur ces vélos de course qui gagnaient les plus grandes classiques du monde, chaque pièce était fabriquée en interne. Les pneus, les chambres à air, les câbles, la guidoline enroulée autour du guidon. Tout sortait des ateliers de Zedelgem. Tout, sauf la selle. La selle était une Brooks, une selle anglaise. Le seul élément sur toute la machine que Flandria n'ait pas fabriqué de ses propres mains. Cette obsession du tout faire soi-même, ce refus de dépendre de quiconque, c'était la force de la maison Claes. C'était sa fierté. Et un jour, ce sera aussi l'une des raisons de sa perte. Mais gardons cela pour plus tard. Pour l'instant, le maillot rouge file sur les pavés, la foule crie, et à Zedelgem, dans le hameau de Delehau, l'usine tourne à plein. Chapitre 5. Tout, sauf la selle Brooks. Franchissons maintenant les grilles. Imaginez que vous arrivez un matin devant l'usine Flandria, le long de la Torhoutsestenweg, au début des années 70. Ce que vous voyez n'est pas une usine au sens où l'on entend ailleurs, un bâtiment posé à côté d'un bourg. Ce que vous voyez, c'est le bourg lui-même. L'usine est le hameau, et le hameau est l'usine. Elle en est le cœur, le poumon, l'horloge. Et à l'intérieur de ces murs,
il se fabrique presque tout ce qu'un être humain peut vouloir posséder de métallique. Au sommet, Flandria produit chaque année environ 450 000 bicyclettes, 110 000 cyclomoteurs, 100 000 appareils de chauffage et 350 000 tondeuses à gazon. Le vélo, le moteur, le radiateur, la tondeuse. La même entreprise, sous le même toit, avec les mêmes mains. Car c'est là le secret de la maison. On y fait tout. Cette philosophie que nous avons vue à l'œuvre sur les vélos de course, tout sauf la selle Brooks, c'est la philosophie de toute la maison. On ne sous-traite pas, on ne dépend pas. On fond, on emboutit, on usine, on soude, on assemble, sur place. Cela veut dire des ateliers spécialisés dans chaque geste. Il faut se figurer un homme qui passe des années à la planche à dessin de l'usine, concevant des tondeuses, la tondeuse à tambour, la tondeuse rotative, et ces petits vélos d'enfants qui feront le succès de la marque et sur lesquels toute une génération de Flamands apprendra à pédaler. Un homme qui dessine, sur le papier, les objets qui rempliront les garages et les jardins de toute une province. Ce ne sont pas des machines anonymes qui sortent d'ici. Ce sont des objets pensés, ligne à ligne, par des gens qui ont un nom, un visage, une place à la cantine. Le bruit d'abord, le martèlement des presses, le sifflement des courroies, le raclement du métal contre le métal, et par-dessus tout cela, à heure fixe, la sirène. La sirène qui découpe la journée, qui appelle et qui libère, qu'on entend jusque dans les maisons du hameau, si bien qu'une mère sait, sans regarder l'horloge, que son mari va rentrer. L'odeur ensuite. L'huile de coupe, le métal chaud, et cette odeur particulière du mélange deux temps, âcre et sucré à la fois, qui flotte autour des bancs d'essai où l'on fait tourner les moteurs neufs avant de les monter. Ceux qui ont travaillé là s'en souviennent des décennies plus tard, comme d'autres se souviennent d'un parfum d'enfance. Et le savoir-faire, le vrai, le savoir dans les mains. L'ouvrier qui règle un carburateur à l'oreille. Le monteur qui, en une journée, assemble des dizaines de machines identiques et qui pourtant reconnaîtrait la sienne entre mille. Ces gestes ne s'apprennent pas dans un livre. Ils se transmettent, d'un établi à l'autre, d'une génération à l'autre. Le père monte des vélos, le fils, 15 ans plus tard, monte des vélos à côté de lui. Cette usine ne fabrique pas seulement des objets, elle fabrique des compétences, une culture, une manière d'être ensemble 8 heures par jour. Elle fabrique une communauté. Et cette communauté, c'est le sujet du chapitre suivant. Parce qu'à Zedelgem, on ne travaillait pas seulement chez Flandria. On y vivait. Chapitre 6. Le village qui vivait de l'usine. Il y avait un homme, à Zedelgem, qu'on appelait Meneer Paul, Monsieur Paul. Paul Claes, le fils d'Aimé, le patron de l'équipe cycliste, est l'un des grands maîtres de la marque à son apogée. Et l'on disait de lui une phrase qui, à elle seule, raconte toute une époque. Tout le monde à Zedelgem et dans les environs qui voulait un emploi passait chez Meneer Paul. Réfléchissez à ce que cela signifie. Ce n'est pas seulement qu'il y avait du travail, c'est que le travail avait un visage, un nom, une porte à laquelle on frappait. On n'envoyait pas un dossier à un service anonyme. On allait voir Meneer Paul. Et si Meneer Paul vous prenait, vous entriez non pas dans une entreprise, mais dans un monde. Un monde que l'entreprise organisait jusque dans ses moindres détails. Flandria achetait des terrains autour de l'usine et y logeait ses ouvriers. C'est ainsi qu'est né le quartier de Deleuw, un quartier construit par l'usine, pour l'usine, où l'on vivait à quelques pas de l'établi. On sortait de chez soi, on traversait la rue, on pointait. Le trajet domicile-travail se mesurait en mètres. Mais l'usine ne se contentait pas de loger et de payer. Elle divertissait, elle rassemblait, elle donnait un sens au dimanche. Flandria avait sa propre fanfare. Une vraie fanfare, avec environ 75 musiciens en uniforme. Elle avait sa troupe de théâtre. Elle avait 2 équipes de football. On travaillait ensemble la semaine, on jouait ensemble le week-end, on écoutait la fanfare de son voisin d'atelier jouer du cuivre sur la place du village. Et par-delà les murs de l'usine, tout un pays vivait au rythme du lion rouge. Des centaines de magasins vendaient les vélos Flandria à travers toute la Flandre, et chacun de ces magasins
avait son club de supporters. Des clubs de supporters pour une marque de vélo. Au sommet, plus de 50 coureurs portaient le maillot Flandria à travers l'Europe. La marque n'était pas un logo sur un cadre. C'était une appartenance. On était de Flandria, comme on est d'un village, d'une paroisse, d'un club. Il faut le dire clairement, parce qu'il serait facile de romancer. Ce paternalisme avait deux visages. Le patron logeait, le patron employait, le patron divertissait, mais le patron aussi tenait. Il savait tout. Il décidait de tout. Dans la Flandre occidentale catholique de ces années-là, cet ordre-là paraissait naturel, presque rassurant. Il n'en reste pas moins que le menaire était le menaire, et l'ouvrier, l'ouvrier. La chaleur de ce monde était réelle, la hiérarchie aussi. Et pourtant, quand on demande aujourd'hui à ceux qui ont vécu cette époque, ce n'est pas la hiérarchie qui remonte en premier, c'est la fierté. La fierté d'appartenir à quelque chose de grand, à une maison qui gagnait des Paris-Roubaix, qui exportait dans le monde entier, dont le nom était une patrie. Car au milieu des années 60, Flandria n'était pas simplement un employeur important de la région. Flandria fabriquait environ 80% de tous les cyclomoteurs produits en Belgique. 80%. Sur 5 mobylettes belges, 4 naissaient dans le hameau de Deleuw ou dans ses usines sœurs. L'entreprise employait environ 2500 personnes. Davantage encore, disent certains proches de la famille, au tout dernier sommet. Un hameau, une famille, un forgeron mort depuis un demi-siècle, et 4 mobylettes belges sur 5. C'était immense, c'était solide, cela semblait éternel. Et c'est toujours au moment précis où une chose semble éternelle qu'il faut se méfier le plus. Chapitre 7. Le maillot rouge, l'année 76. Il y a, dans presque toutes ces histoires, une année. Une seule. L'année où tout est au plus haut. L'année qu'on montrerait à un visiteur venu du futur en lui disant « Voilà, regarde, c'était ça ». Pour Flandria, cette année, c'est 1976. Le 5 septembre 1976, sur un circuit de 288 km tracé autour d'Ostuni, dans le sud de l'Italie, un homme en maillot rouge franchit la ligne en champion du monde. Il s'appelle Freddy Maertens, il court pour Flandria. Et cette saison-là, il accumule 54 victoires, 54, égalant le record établi par le plus grand de tous, Eddy Merckx, en 1971. Songez à l'image. Le nom d'un hameau de Flandre occidentale, brodé sur le maillot du champion du monde, porté à bout de bras sous le soleil des Pouilles. Le lion de Deleuw au sommet du monde. Et l'année suivante ne dément rien. En 1977, les vélos Flandria remportent 103 victoires. 103 en une saison. Maertens gagne le Tour d'Espagne en s'adjugeant 13 étapes sur 19, chiffre qui paraît irréel et qui pourtant est vrai. Son coéquipier Michel Pollentier remporte le Tour d'Italie. Le maillot rouge est partout. Il gagne tout, ou presque. Jamais l'usine n'avait été aussi connue. Jamais le nom Flandria n'avait rayonné aussi loin. Aux terrasses des cafés de Flandre, on parlait de Maertens comme d'un fils. Dans les magasins, on vendait les vélos du champion du monde. Tout, dans ces 2 années, respirait le triomphe. Tout, sauf une chose. Car derrière le maillot rouge qui gagnait le monde, l'entreprise qui le finançait était déjà en train de saigner. Dès 1975, des rumeurs de difficultés couraient. Et à partir de 1978, la vérité, elle, ne courait plus. Elle boitait. Les coureurs de la garde rouge n'étaient plus payés. Le champion du monde en personne, Freddy Maertens, ne recevra rien en 1979, sa dernière saison sous le maillot Flandria. Regardez bien ce que cela veut dire. Au moment exact où le monde entier admirait la puissance de Flandria, la maison ne parvenait déjà plus à payer les hommes qui portaient son nom à la victoire. La façade n'avait jamais été aussi éclatante. Et derrière la façade, le mur, le mur. Il faudra y revenir absolument. Laissez passer le froid. Car le mal qui rongeait Flandria n'était pas venu des Japonais, même s'ils arrivaient. Il n'était pas venu de la crise, même si elle était là. Il était plus ancien, plus intime, plus douloureux que tout cela. C'était une blessure de famille. Une blessure qui portait une date. 1956.
C'était l'apogée, le point le plus haut. Le champion du monde en rouge, 4 mobylettes belges sur 5, un village entier qui vivait de l'usine. Mais debout sur ce sommet, personne à l'intérieur de ces murs ne pouvait entendre le bruit que le monde faisait déjà en se refermant autour d'eux. Ni se rappeler qu'à l'intérieur même de l'usine, depuis 20 ans, 2 frères avaient dressé un mur qu'aucun d'eux ne voulait plus jamais franchir. Chapitre 8. Le mur. Il faut maintenant remonter le temps. Revenir en arrière, avant le champion du monde, avant le maillot rouge, avant même les cyclomoteurs par centaines de milliers. Revenir à 1956. Parce que c'est là, et non dans les années 70, que Flandria a commencé à mourir. Ils étaient 4 frères à fonder les ateliers, souvenez-vous. Alidor était parti dès 1929, sans bruit. Il en restait 3. Aimé, l'aîné, né en 1895, Rémi, le cadet, né en 1897, et Jérôme. On ne sait pas, aujourd'hui encore, ce qui s'est exactement passé entre Aimé et Rémi. Aucune source ne livre de cause unique, de dispute fondatrice, de mots qu'on ne pardonne pas. Ce qu'on sait, c'est que entre ces 2 hommes, il y avait une rivalité ancienne, profonde, et des visions de l'entreprise qui ne se rejoignaient plus. Le petit-fils d'Aimé, qui porte le même prénom que son grand-père et qui vit encore, pose lui-même la question comme une énigme qu'il n'a jamais résolue. Où cela a-t-il mal tourné entre son grand-père et son frère Rémi? Ce qu'on sait surtout, c'est ce qu'ils ont fait. Le 3 novembre 1956, les ateliers des frères Clay sont dissous. Jérôme se retire, refusant de choisir un camp, et les 2 frères qui restent se partagent l'usine. Aimé garde la marque Flandria, Rémi reçoit la moitié gauche de l'usine de Zedelgem, ainsi qu'une fabrique de tubes qu'il avait montée 7 ans plus tôt à Lichtervelde en 1949. Car Rémi déjà avait pris ses distances, fabriquant ses propres tubes pour ne plus dépendre de son frère. Et Rémi lance sa propre marque de cyclomoteur. Il lui donne un nom. Un seul nom. Le nom le plus cruel qu'il pouvait choisir. Il l'appelle Superia. Superia, c'était précisément le nom du cyclomoteur Flandria le plus vendu de l'époque. Rémi ne s'est pas contenté de fonder une entreprise concurrente à côté de celle de son frère. Il a pris le nom du produit phare de son frère et il en a fait son enseigne. C'était une gifle publique, imprimée sur des milliers de réservoirs, roulant sur toutes les routes de Flandre. Aimé a répondu par le refus. Il n'a jamais voulu fournir ses moteurs à Rémi. Jamais. Superia a donc dû acheter ses blocs ailleurs, chez Sachs, chez Victoria, chez Pluvier. 2 frères, une seule usine, et l'un qui préfère laisser son propre frère mendier des moteurs à l'étranger plutôt que de lui en vendre un. Mais tout cela, la marque volée, les moteurs refusés, n'est que le prélude. Car voici ce que la mémoire de Zedelgem a retenu, ce que les anciens se racontent encore, ce que plusieurs sources rapportent comme la vérité même de cette histoire. Ils ont construit un mur de briques dressé au beau milieu de l'usine pour séparer physiquement les 2 entreprises. Les portes qui reliaient les 2 moitiés ont été murées, une à une. Le bâtiment qui avait abrité une seule famille pendant des décennies fut coupé en 2 comme on tranche un fruit. Et il y a plus. Le récit, qu'il faut donner pour ce qu'il est, une tradition orale forte, rapportée avec prudence par les sources les plus sérieuses, mais que tout Zedelgem tient pour vrai, le récit dit que le mur passait à travers des machines. Des machines neuves, des machines lourdes, inamovibles, coûtant des millions de francs belges, qu'on ne pouvait pas déplacer sans les détruire. Plutôt que de discuter, plutôt que de s'arranger, plutôt que de se parler, les 2 frères ont fait scier ces machines en 2 et bâtir le mur à travers. Songez-y, un instant. 2 frères qui ont grandi dans la même maison, appris le même métier, bâti le même empire, préfèrent scier en 2 des machines-outils flambant neuves plutôt que d'échanger une parole. Le capital détruit pour ne pas céder. La haine plus forte que l'intérêt, plus forte que l'argent,
plus forte que le sang. Il y a dans ce mur un détail que je trouve plus déchirant encore que le mur lui-même. À Zedelgem, malgré la muraille, on pouvait encore passer d'une usine à l'autre. Il suffisait de sortir, de faire le tour par l'arrière. Le mur n'empêchait pas de passer. Il empêchait seulement de se regarder. Ce n'était pas un obstacle, c'était un symbole. Un symbole de briques, monté par des hommes qui savaient parfaitement qu'on pouvait le contourner. Et qui l'ont construit quand même. La guerre des frères ne s'est pas arrêtée aux grilles de l'usine. Elle a débordé sur les routes, dans le sport que la Flandre aime plus que tout. D'un côté, la garde rouge de Flandria, Martens, Pollentier, Godefroot, Schott. De l'autre, Superia, qui parrainait ses propres champions. Rik van Looy, Rik van Steenbergen, Patrick Sercu. Et un jeune coureur qui deviendra le plus grand de tous les temps, Eddy Merckx, fut sacré champion du monde amateur sur un vélo Superia. Merckx n'a jamais couru pour Flandria. Il a gagné sous les couleurs du frère ennemi. Aimé Kless est mort le 26 juin 1972. Rémi Kless est mort le 24 novembre 1974. Le mur, lui, leur a survécu. Il n'a été abattu qu'après 1981, c'est-à-dire après la mort de l'entreprise elle-même. Un quart de siècle. 25 ans de briques entre deux moitiés d'une même famille. Et le plus terrible, c'est que la haine s'est transmise. Le petit-fils, l'aimé d'aujourd'hui, qui n'était pour rien dans la querelle de ses aînés, le dit encore avec une fermeté qui glace. Jamais, jamais, jamais cette marque-là n'entrera chez lui. Il ne trahira pas son grand-père. Ces gens-là, dit-il, il ne les a pas vus depuis des années. 3 générations plus tard, le mur tient toujours. Il a seulement changé de matière. Il est passé des briques au silence. Chapitre 9. Le soleil levant. Pendant que les deux frères se tournaient le dos, le monde, lui, ne les attendait pas. Il faut comprendre ce qu'était devenu le marché du cyclomoteur. Flandria s'était bâti sur une évidence. Le peuple avait besoin de rouler à bon marché. Mais dans la seconde moitié des années 70, cette évidence commence à se fissurer, pour 2 raisons qui n'ont rien à voir avec la famille Kless, et qui pourtant tombent au pire moment. La première raison porte 3 noms. Honda, Yamaha, Suzuki. Les constructeurs japonais déferlent sur l'Europe, et ils n'arrivent pas en amateur. Ils arrivent avec des machines moins chères, plus fiables, plus modernes. Là où Flandria proposait le 2 temps, le petit moteur qui pétarade et qui fume bleu, les Japonais apportent le 4 temps, plus propre, plus endurant. Honda, d'ailleurs, ne se contentait pas d'exporter depuis l'autre bout du monde. Dès 1963, la firme fabriquait des 4 temps à Alost, en Belgique même, spécialement conçus pour le marché européen. L'ennemi n'était pas seulement lointain. Il était installé à quelques dizaines de kilomètres de Zedelgem. Et en 1970, la Yamaha FS1 rebat toutes les cartes. La deuxième raison est plus sourde, plus profonde, et Flandria ne pouvait rien contre elle. À partir de la fin des années 60, l'automobile se démocratise. La voiture devient accessible à des familles qui, 10 ans plus tôt, se seraient contentées d'un cyclomoteur. Et lentement, inexorablement, la mobilette recule. On ne monte plus sur un 2 roues pour aller travailler quand on peut s'offrir 4 roues et un toit. S'ajoutent à cela 2 décisions venues d'en haut. Une nouvelle législation belge rend le casque obligatoire. Une autre loi bride les cyclomoteurs à 40 km/h. 2 mesures raisonnables sans doute, mais 2 mesures qui retirent au cyclomoteur ce qui faisait son charme aux yeux d'un adolescent. La liberté, la vitesse, le vent dans les cheveux. Casqué et bridé, le rêve perd de son éclat. Et alors les chiffres, ces chiffres qui ne mentent jamais, commencent à raconter la chute. La production de cyclomoteurs, qui dépassait 100 000 unités en 1969, tombe à peine 4 ans plus tard, en 1973, à la moitié de ce total. La moitié, en 4 ans. Et les bicyclettes suivent la même pente vertigineuse. De 350 000 vélos au sommet,
On descend à seulement 32 000 en 1979. 32 000. Pour une maison qui avait fabriqué un vélo belge sur 2, c'est un effondrement. Voilà le paradoxe cruel de cette entreprise. Au moment précis où son maillot rouge triomphait dans le monde entier, Ostuni 1976, le champion du monde, ses chaînes de montage, elles, tournaient de plus en plus lentement. La gloire sportive et la santé industrielle avançaient en sens inverse. Plus le champion gagnait, plus l'usine perdait. Une entreprise solide, unie, bien dirigée, aurait peut-être encaissé le choc japonais. Elle aurait modernisé sa gamme, automatisé ses ateliers, cherché des alliances. D'autres l'ont fait. Mais Flandria n'était pas une entreprise unie. Flandria était une entreprise coupée en deux par un mur de briques, dirigée par une famille qui se déchirait, incapable de regarder devant elle parce qu'elle passait son temps à se regarder de travers. Le soleil se levait à l'est, et à Zedelgem, on ne regardait toujours que le voisin d'à côté. Chapitre 10. Un franc symbolique. Il faut être précis ici. Précis et froid, comme le sont les documents. Car il existe un document. Il date de juillet 1980, un an avant la fin. Il émane d'un bureau conseil, l'IMBO, appelé au chevet de l'entreprise malade. Et ce que dit ce rapport, c'est peut-être la phrase la plus importante de toute cette histoire. Le rapport affirme qu'intrinsèquement, il n'y a dans l'entreprise aucune raison de mettre la clé sous la porte. Aucune. Les produits se vendent, les ateliers fonctionnent, le savoir-faire est là. Et pourtant, dit le rapport, la situation est dramatique. Et elle l'est pour une raison, une seule. La méfiance grandissante des banques, née de l'instabilité permanente au sommet de l'entreprise. Et de la confusion entre les intérêts de la société et les comptes privés de la famille. Entre l'entreprise industrielle et une société immobilière qui gravitait autour d'elle. Lisez cela lentement. Une entreprise qui n'a aucune raison de mourir, qui meurt quand même. Parce qu'on ne se fait plus confiance à l'intérieur, et que les banques, voyant cela, cessent à leur tour de faire confiance. Ce n'est pas le marché qui tue Flandria. Ce n'est pas seulement le Japon. C'est le désordre. C'est 25 ans de mur. Ce désordre a des victimes, et elles ont des noms. Les coureurs de la Garde rouge d'abord. À partir de 1978, ils ne sont plus payés. Le plus grand d'entre eux, le champion du monde Freddy Martens, ne touchera rien pour sa dernière saison sous le maillot rouge, en 1979. Rien. L'homme qui avait porté le nom de Flandria au sommet du monde en est reparti sans un franc. Et il passera les 30 années suivantes ruiné, poursuivi par le fisc pour des sommes qu'il n'avait jamais réellement reçues. Le visage de la marque, sacrifié par la marque. Puis vient la dernière décision, la plus humiliante. En août 1980, la famille Claise, divisée jusqu'au bout, cède l'intégralité des actions de l'entreprise à un organisme public, la GIMV, le holding d'investissement de la Flandre. Le prix de cette cession, il faut le dire tel quel, parce qu'il dit tout, 1 franc. 1 franc symbolique. L'empire du Lion Rouge, 80% des cyclomoteurs belges, le champion du monde, les usines sur 3 continents, cédés pour la valeur d'une pièce de monnaie. Et ici, il faut être honnête sur ce qui distingue cette histoire des grandes tragédies industrielles françaises. En France, on raconte souvent l'histoire de l'État qui trahit, l'État qui nationalise puis démantèle, qui promet puis abandonne. En Belgique, l'histoire est autre. La Belgique n'a pas cette tradition d'un État omniprésent qui dirige l'industrie. Ici, l'État arrive tard, presque à contre-cœur, quand tout est déjà joué. La GIMV ne trahit pas Flandria. La GIMV hérite d'un cadavre, et elle ne peut rien en faire. Elle ne parvient pas à redresser la tendance. Elle ne parvient même pas à faire ce qui aurait été le plus logique. S'entendre avec le voisin, Superia, l'entreprise du frère ennemi, elle aussi tombée entre les mains d'un holding public, la Nîmes. Les 2 moitiés de la famille, désormais détenues par 2 bras de l'État, restaient incapables de se réunir, même une fois mortes. Le mur tenait encore, jusque dans les salles de conseil des holdings publics. Autour de la dépouille tournaient maintenant les banques et les administrateurs, la GIMV, la Nîmes, la NMKN, la General Bank. Et bientôt,
3 curateurs, dont un homme dont le nom restera attaché à cette histoire, Frank Douslar. Il ne restait plus qu'à prononcer le mot. Le mot que personne à Zedelgem n'avait jamais cru entendre. Chapitre 11. Le dernier atelier. La faillite de la société A. Claes Flandria est prononcée le 21 mai 1981. Et voici ce que les curateurs découvrent en poussant les portes. Pas une usine à l'abandon. Pas des ateliers vides. Une entreprise en pleine activité. 500 personnes y travaillaient encore. Les machines tournaient. Les commandes rentraient. Frank Douslar le dira lui-même. Ce fut la plus grande faillite de toute sa carrière. Et l'une des plus retentissantes de l'histoire industrielle de la Flandre occidentale d'après-guerre. Une entreprise vivante, déclarée morte. Il y a un détail dans cet effondrement qui dépasse l'entendement. Flandria, cette maison qui fabriquait tout, ne fabriquait pas que des vélos et des mobylettes. Elle produisait aussi les réservoirs d'essence des camions assemblés à l'usine Volvo de Gand. Arrêter Flandria, c'était arrêter Volvo. Une faillite en Flandre occidentale menaçait de paralyser une chaîne de montage à l'autre bout de la province. Alors les curateurs ont fait une chose extraordinaire. Ils ont maintenu l'usine en marche. Ils ont réembauché 100 anciens ouvriers pour continuer à produire. L'entreprise était en faillite, et pourtant elle tournait encore, portée à bout de bras par ceux-là même qu'elle venait de licencier. Puis vinrent les samedis. Chaque samedi, des centaines de personnes prirent d'assaut l'usine de Zedelgem. Elles venaient acheter des vélos Flandria au prix de gros, presque pour rien, dans une immense braderie de la faillite. Cette vente rapporta environ 100 millions de francs. Elle provoqua la fureur des détaillants de toute la Belgique, qui voyaient brader sous leurs yeux les machines qu'ils vendaient au prix fort. Mais la manœuvre était délibérée. Il s'agissait de faire pression, de pousser le voisin, Superia, à racheter ce qui restait avant que tout ne parte à vil prix. Et cela marcha. En juillet 1981, Superia, devenue, ne l'oublions pas, une entreprise d'État, reprit pour 186 millions de francs les divisions de vélos, de tondeuses, de radiateurs et de convecteurs, ainsi que les bâtiments de Zedelgem. Arrêtez-vous sur ce que cela signifie. Superia, l'entreprise du frère. La marque qui avait volé son nom au produit phare d'Aimé. L'ennemi d'un quart de siècle. Celle pour qui l'on avait scié des machines en deux et muré des portes. C'est elle qui rachète Flandria. Les deux moitiés que la haine de deux frères avait séparées par un mur de briques se retrouvaient réunies. Pas par la réconciliation, par la mort de l'une d'elles. Le mur tomba. Enfin. 25 ans trop tard. Chapitre 12. Le squelette et le cadavre. Il faut laisser la parole au curateur, parce qu'aucun narrateur ne trouverait mieux que ce que Frank Douslar a dit lui-même de ce rachat. La reprise de Flandria par Superia, dit-il, c'était comme un squelette qui reprend un cadavre. Un squelette et un cadavre. Voilà ce qu'étaient devenus les deux frères. Deux entreprises exsangues, vidées par leur propre guerre, dont l'une survivait à peine assez pour ensevelir l'autre. Le règlement de la faillite dura 20 ans. 20 années de procédure. Il fallut traiter 1073 créances, dont 417 furent contestées. 121 procédures judiciaires. Sur 499 millions de francs finalement réalisés, 120 millions allèrent aux créanciers hypothécaires, 300 millions aux autres créanciers privilégiés, les banques, les holdings publics. Les créanciers ordinaires, eux, ne reçurent rien, pas un franc. Et parmi eux, réclamant plusieurs millions pour les salaires qu'on ne lui avait jamais versés, il y avait un homme, un champion du monde. Freddy Martens obtint 0 francs. L'homme dont le maillot rouge avait fait vendre des dizaines de milliers de vélos frappés du nom de Flandria, repartit de la faillite de Flandria les mains vides, comme il en était reparti 3 ans plus tôt. Que devint la marque ? La production de vélos sous l'enseigne Superia Flandria cessa en 1986.
Le nom, lui, se mit à errer. Il passa de main en main, repris par les uns, revendu aux autres. Les sources se contredisent sur le détail de ce chemin de croix commercial. On le retrouve un temps chez un fabricant de jouets wallon, aux alentours de l'an 2000. Puis, en 2002, deux frères britanniques rachètent le nom et relancent, quelques années plus tard, des vélos Flandria, avec cette fois la bénédiction de Paul Claes. Un nom de lion flamand ressuscité outre-Manche. Quant à Superia, le survivant, il tint encore un temps. Ses activités de tondeuse et de radiateur furent reprises par le Suédois Stiga à la fin des années 80. Stiga ferma toute production à Zedelgem en 2003. L'entité qui fabriquait encore des radiateurs sur le site s'éteignit définitivement en 2019 avec ses 80 derniers salariés. La branche aluminium, fondée jadis par Rémy à Lichtervelde, existe encore aujourd'hui. Et même l'usine française de Warneton, dans le Nord, celle qui avait fait connaître Flandria de tout un pan de la France, a survécu dans l'aluminium, reprise par un groupe espagnol en 2023 avec environ 170 personnes. Et le site de Zedelgem aujourd'hui ? Il est toujours industriel. Mais l'ironie est cruelle. Ce n'est pas la mémoire de Flandria qui fait vivre le hameau. C'est une autre branche de la même dynastie Claes, celle des machines agricoles, celle qui a donné New Holland, aujourd'hui CNH Industrial. Le plus grand site de Zedelgem emploie environ 3000 personnes et réalisait il y a peu un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de millions d'euros. 3000 emplois, là où Flandria en comptait 2500 à son sommet. La dynastie a survécu. L'entreprise du Lion Rouge, non. Quant à l'usine électrotechnique de Flandria elle-même, celle du hameau de Deleu, celle qui sentait le mélange d'eutan et résonnait de la sirène, elle a été démolie. Il ne reste, à l'endroit précis où tout avait commencé, plus rien à voir. Chapitre 13. Le lion en veille. Et pourtant, le lion n'est pas tout à fait mort. Il vit dans les garages, sous des bâches, dans les mains des collectionneurs qui remontent pièce par pièce une parisienne ou un record. Il vit dans les clubs, dans les rassemblements, dans le pétaradement aigu d'un deux-temps qu'on fait tourner un dimanche matin, et dans cette odeur âcre et sucrée du mélange qui, pour tout un peuple de plus de 40 ans, en Flandre comme dans le nord de la France, est l'odeur même de la jeunesse et de la première liberté, celle qu'on conquérait à 14 ans, sans permis, sur une machine qui n'allait pas vite, mais qui allait où l'on voulait. Il vit dans un café ouvert à Zedelgem par les petits-fils de Paul Claes, le Café Vitesse. La vitesse, comme un dernier clin d'œil au maillot rouge. Il vit dans les pages d'un livre paru récemment, qui raconte enfin, en entier, l'histoire de Flandria. Et il vit, surtout, dans un homme, le petit-fils d'Aimé, qui porte le prénom de son grand-père, et qui, lorsqu'on l'interroge, dit toujours la même chose, que jamais, jamais, jamais cette marque-là, celle du frère, celle de l'oncle Rémy, n'entrera chez lui, qu'il ne trahira pas son grand-père, qu'il n'a pas vu ces gens depuis des années. Réfléchissez à cela un instant, et puis nous nous tairons. Deux frères ont bâti, à partir d'une forge de village, un empire que le monde entier a connu. Le lion de Flandre occidentale a traversé 2 guerres mondiales. Il a traversé la crise des années 30. Il a traversé l'occupation. Il a traversé la reconstruction. Il a survécu à tout ce que le XXe siècle pouvait jeter contre une entreprise. Il n'a pas survécu à la haine de 2 hommes qui portaient le même nom. Le mur de briques est tombé. Les machines sciées en deux ont été ferraillées depuis longtemps. L'usine a été rasée. Mais le mur, le vrai, celui qui séparait 2 frères, tient toujours, 3 générations plus tard, dans le refus d'un petit-fils qui n'a rien connu de la querelle et qui la porte pourtant intacte comme un héritage. C'est peut-être cela, au fond, que Flandria nous laisse. Non pas une leçon sur le Japon, ou sur les banques, ou sur le marché, mais l'image d'un empire de rang mondial saigné à blanc non par ses concurrents, non par la crise, mais par 2 frères qui ont préféré scier des machines neuves en 2 plutôt que de se dire un seul mot. Le lion dort, sous les bâches, dans les garages, dans la mémoire. Il attend qu'on remette de l'essence dans le réservoir.